What's up les guys et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous voulez de l'histoire? Pas de soucis, je vous en donne. Pour une petite histoire, j'ai déménagé et du coup j'ai trouvé ce bouquin là. C'est les grands procès, alors je sais pas si vous connaissez, c'est les plus grands procès de l'histoire, donc du coup feu hein, on se le fait hein. Allez, générique. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Salem est une ville de 43 000 habitants, qui se situe aux États-Unis, dans la région du Massachusetts. Cette ville est réputée pour une célèbre histoire qui est même reprise dans des scénarios de films d'horreur. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, c'est obligé. On va donc parler des sorcières de Salem. Cette histoire commence en 1692, quand deux jeunes filles, âgées de 9 ans et 12 ans, sont prises de comportements anormaux. Elles ont des convulsions et parlent dans des langages étrangers. Paniquées par ce genre de comportement, le révérend Samuel Parris demande consultation auprès du médecin William Green, qui en conclut qu'elles sont possédées par une âme démoniaque. Quelques jours plus tard, on découvre que deux jeunes femmes sont prises du même comportement. Il y a donc une chasse à la sorcière. Des mois plus tard, on accuse 3 femmes. Sarah Good, qui est une mendiante, Sarah Osborne, qui est une vieille femme, et Tituba, qui est une jeune esclave noire. Une 4e femme sera accusée car l'une des jeunes filles l'aurait vue dans une vision. 2 magistrats arrivent de Londres pour juger ces femmes. Tituba, pour se défendre, dit qu'elle est victime de visions démoniaques. Il y a donc une rébellion des peuples, car il n'y a pas de sentence donnée. Quelques jours plus tard, Sir William Phips, arrivé de Londres pour connaître ce territoire, crée une cour et une assemblée afin de juger ces femmes. Elles seront condamnées à mort pour sorcellerie. Mais ces 4 femmes ne sont pas d'accord avec la sentence attribuée, la sentence accordée. Du coup, elles clament leur innocence, et ça crée un grand débat et une grande rébellion. Fatigué de cette histoire, Sir William Phips dissout l'assemblée et donne le sort de ces femmes entre les mains du peuple. Et on sait tout ce qui s'est passé à l'époque. Les femmes sont soit pendues, soit noyées, soit brûlées vives. Je n'ai pas voulu aller plus loin dans cette affaire, car en vrai, il n'y a pas eu que 4 femmes qui ont été tuées, une vingtaine de personnes, entre d'autres personnes qui ont été jugées sorcières, et entre des personnes qui cachaient les sorcières. 10 ans plus tard, après une nouvelle examination du dossier, les coupables qui sont morts seront jugés innocents. Oscar Wilde était un célèbre écrivain britannique de la fin du XIXe siècle. Il a écrit des romans qui sont hyper connus, comme par exemple le roman qui s'appelle Le Portrait de Dorian Gray. Il était décrit comme l'homme parfait, qui manie la langue de Shakespeare. Et ouais, peut-être que j'allais dire la langue de Molière, mais non, il est britannique. Bref, trêve de mondanité. Il était connu comme l'homme idéal, marié, avec des enfants. Mais au final, il n'était pas si idéal que ça, car il avait des liaisons extra-conjugales. Une de ces liaisons, c'était avec Lord Alfred Douglas, qui fait partie d'une famille richissime, bourgeoise, et qui prône la virilité. Quand cette liaison va exploser au grand jour, ça va faire polémique. Car à l'époque, les actes dits sodomie sont punis par la loi, et beaucoup de personnes sont pendues. Avant que l'affaire éclate au grand jour, le père de Lord Alfred Douglas, qui s'appelle John Douglas, dixit Lord Queensberry, envoie des menaces de mort par courrier à Oscar Wilde. Du coup, Lord Alfred Douglas demande à Oscar Wilde de porter plainte contre son père, Lord Queensberry. Une tentative de conciliation est proposée, mais elle a échoué. Le 2 avril, il y aura un procès dans la cour de Old Bailey. Et là, Oscar Wilde, il va être victime de son talent. Lui qui a l'art de maîtriser la langue de Shakespeare, va tourner au ridicule pendant sa plaidoirie le Lord Queensberry, ce qui va agacer les jurés. Par conséquent, les jurés vont relaxer Lord Queensberry. Et du coup, l'avocat de Lord Queensberry lui conseille de porter plainte contre Oscar Wilde. Ce qui fut, 3 jours plus tard, Lord Alfred Douglas et Oscar Wilde sont arrêtés. L'un est accusé d'avoir dilapidé tout l'héritage de son père, donc du coup on parle de Lord Alfred Douglas, et l'autre, qui est Oscar Wilde, sera accusé de diffamation. Oscar Wilde y participe à 3 procès, là où il vit défiler toutes ses conquêtes, toutes ses liaisons extra-conjugales homosexuelles. À la fin du procès, Lord Alfred Douglas, qui lui s'est enfui dans notre pays, et Oscar Wilde seront condamnés à 2 ans de prison avec des travaux forcés. 2 ans plus tard, Oscar Wilde sera destitué de sa richesse et de son droit parental sur ses enfants.
Klaus Barbie a été l'un des criminels les plus recherchés du monde. C'était le bras droit de Adolf Hitler. Il officiait dans la police SS, mais aussi il était le chef de la Gestapo à Lyon. Il a tué des milliers de juifs, et aussi on le soupçonne d'être le meurtrier de Jean Moulin. En 1944, Klaus Barbie fuit en Allemagne dans l'anonymat. Il essaye de se fondre dans la masse, peut-on dire. Mais repéré par les Américains, ses connaissances sur le monde communiste vont être mis à profit par l'US Army et dans un groupe qui était anciennement, qui est devenu la CIA. Donc il a travaillé pour la CIA pendant 4 années. En 1947 et en 1948, les Français ont retrouvé Klaus Barbie. Ils demandent aux Américains de pouvoir l'extrader, pour l'emmener en France pour que l'Allemand soit jugé. Les Américains ne veulent pas, parce que Klaus Barbie en connaît trop le système américain. Et durant la guerre froide, il ne fallait rien lâcher. Alors les Américains, avec la pression qu'ils avaient des Français, l'ont fait exiler avec sa famille en Argentine. Et pour finir sa fuite, Klaus Barbie finit en Bolivie, là où le parti nazi monte et se fera appeler Klaus Altmann. En 1971, Beate Klaesfeld, une chasseuse nazie, roule le dossier sous l'impulsion d'une victime de Klaus Barbie qu'il a reconnue en Bolivie. Il sera ramené en 1983, mais pour cette étape-là, je vous laisserai aller voir la vidéo de Mamie Twink, que je mettrai en lien, qui explique vraiment bien comment les autorités françaises ont réussi à l'identifier et à le ramener. 4 ans après son retour en France et emprisonné, c'est-à-dire en 1987, le procès aura lieu. Ce sera l'un des premiers procès filmés et archivés. Durant ce procès, il y a eu une crainte, car les faits dataient de 40 ans en arrière. Et on ne se reposait plus que sur des histoires, sur des souvenirs. Et est-ce que les personnes qui étaient là pour juger sont aptes, ont les connaissances requises pour déclarer une sentence? Au bout de 2 mois de procès et de plaidoirie, où on a vu défiler plus de centaines de victimes, de témoins de la barbarie de la part du boucher de Lyon, Klaus Barbie répondra à 340 chefs d'inculpation coupables. Il sera condamné à la perpétuité. Il mourra en prison en 91, 4 ans après son procès. Même si, pour certaines personnes, même pour la majorité des gens, le dossier est bouclé, pour certains résistants, il y a un goût d'inachevé. Car Klaus Barbie n'aura jamais répondu au crime contre Jean Moulin. Pourquoi? Parce que ce crime est classé comme crime de guerre. Moi je suis fan de la Seconde Guerre mondiale, j'adore les faits, j'adore voir, et je suis un peu déçu, vous savez pourquoi? Parce que le procès, on pourra voir que la vidéo dans 17 ans, dans 16 ans, excusez-moi, donc je me crois encore en 2020, dans 16 ans. Parce que la vidéo sera publique en 2037, 50 ans après le procès, c'est la loi. Je suis un peu déçu, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'adore parler de ça, j'adore parler des procès, il m'en reste pas mal. Je suis encore à stock. Mais voilà, c'est cool. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à poser un pouce bleu dans la vidéo. Et puis à vous abonner, parce que j'en ferai d'autres. Ciao les guys!